Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance de parler à Manon, qui va se présenter, mais on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on apprend à vivre différemment avec une bipolarité. Est-ce que tu veux te présenter, Manon ? Oui, tout à fait. Alors du coup, je m'appelle Manon, j'ai 29 ans, bientôt 30, et j'ai été diagnostiquée bipolaire à 25, mais ma première phase a eu lieu quand j'avais 18 ans, qui a été une phase donc de dépression assez sévère, avec une hospitalisation d'ailleurs. 6 ans après, voilà, j'ai été diagnostiquée, et après il y a eu encore 4 années supplémentaires, le temps de trouver un bon traitement. Voilà. Et Ouais, puis donc, un peu le temps, mais ça prend vachement de temps. Et du coup, est-ce que tu as envie de parler ou pas un peu de cette hospitalisation pour dépression ou comment tu vois les Oui, choses ? oui, oui. Alors moi, je suis très décomplexée vis-à-vis de mes hospitalisations parce que j'en ai fait quand même beaucoup, une dizaine, dans les phases basses principalement, mais j'en ai déjà fait aussi en phase plus haute. Donc, cette hospitalisation à 18 ans, je ne me souviens pas bien parce que ça fait vraiment longtemps, mais j'étais vraiment Alors, il y a eu un événement traumatique qui s'est passé avant, donc on l'a vraiment associé à ça et pas du tout à une maladie. Mais c'est vrai que j'étais dans dans une dépression très profonde. Et c'était quand même assez anormal parce que elle était longue et puis effectivement avec des idées noires, etc. Donc c'était allé quand même très deep. Et après, j'ai effectivement été hospitalisée à plusieurs reprises parce que moi je suis en cycle rapide, ce qu'on appelle. Donc j'ai plusieurs cycles, j'ai plusieurs phases dans la même année. Et donc je suis type 2, donc en hypomanie principalement et en dépression sévère. Et j'ai fait quand même un gros virage maniaque il y a 1 an et demi, où effectivement là je sais même pas exactement ce que j'ai fait parce que j'ai disparu 2 jours et puis bon, avec le téléphone on a réussi à retrouver un petit peu, mais ça a été assez violent. Donc oui, j'ai été hospitalisée entre 2 semaines et puis le plus que j'ai fait c'est 3 mois à Sainte-Anne et puis à Bichat. Ouais, je connais, c'est les deux grands, on va dire, sur Paris. Et les deux de référence. Tu aurais des recommandations, parce que l'air de rien, l'hospitalisation, ça fait peur, et pour autant, parfois, c'est un peu nécessaire. Et quels conseils tu donnerais, justement? Alors moi, j'ai pas mal vécu mes hospitalisations dans le sens où effectivement quand j'ai été hospitalisée, j'étais vraiment en crise et pour moi c'était vraiment effectivement une espèce de safe place, un havre de paix où je pouvais me retrouver au calme, où on veillait sur moi jour et nuit, où on réadaptait le traitement, où j'ai été écoutée. Après, c'est sûr que les hospitalisations, pour certains, je comprends que ça puisse être impressionnant parce que ça reste une cellule de crise, donc les patients sont pas du tout stabilisés. Ils peuvent effectivement, il peut y avoir des manifestations des maladies qui soient un petit peu impressionnantes. Et évidemment, on est quand même coupé du monde. Et puis bon, parfois on n'a même pas notre téléphone, etc. Donc c'est quand même assez radical. Mais moi, je pense sincèrement que les hospitalisations, elles sont nécessaires pour couper effectivement une grosse phase et recommencer du bon pied. Voilà. Donc moi, je conseille dès que à quelqu'un quand il y a des idées suicidaires, qu'on sent qu'on va pas tenir la dépression encore plusieurs jours ou qu'on sent qu'on est en train de monter en manie, d'y aller, c'est clair, ouais, d'avoir le réflexe, ouais. Ouais, et c'est pas facile, en fait, de savoir à quel moment. Comment toi, tu te dis, là, entre guillemets, c'est plus ou moins gérable, ou bien, là, j'ai besoin d'une hospitalisation. Quels sont les critères? Parce que c'est jamais facile, en fait, comme décision. Ouais, je suis d'accord, ça peut être vraiment complexe. Alors après, moi, c'est un peu brouillé parce que j'ai c'est un des symptômes de ma bipolarité, c'est que j'ai une forte addiction à l'alcool. Et en fait, ça me permettait d'éteindre toutes mes émotions quand elles étaient insupportables, et puis de me détruire quelque part. Et puis en phase up, ça a accentué en fait mes délires, ça allait avec le mood dans lequel j'étais. Et du coup, en fait, parfois, les alcoolisations allaient tellement loin qu'en fait, on me faisait hospitaliser parce que j'étais complètement partie en vrille.
Mais sinon, moi, j'estime que je me fais hospitaliser quand je sens que la vie en phase dépressive, quand je sens que vivre normalement, ça m'est pas envisageable et que je vois pas quand ça pourrait l'être. Voilà. C'est-à-dire que je me vois pas dans même le long terme, même le moyen terme et le court terme, il y a rien qui me paraît envisageable. Et surtout les idées suicidaires, là, c'est mise à l'abri direct. Et puis dans les phases up, j'ai beaucoup plus de mal. Donc ça, pour le coup, c'est mes proches qui me le disent parce que moi, je me rends pas forcément compte quand je pars en up. Donc, mais je commence à parler beaucoup, je commence à être irritable, je commence à faire plein de projets. Des projets des fois qui ont rien à voir avec ce que j'avais envie de faire initialement. Donc là, les gens, mon entourage maintenant le sait. Hein, donc là, il m'alerte. Donc les phases up en général, quand je sens que ça part, qu'on me le dit, bon là maintenant je suis plus responsable et je m'assure que je dorme bien et puis en général ça redescend après. Ouais, j'ai la même technique, hein. C'est vraiment le sommeil dans les phases up. Ouais, Euh, c'est clair. et justement, parce que notamment la communication avec les proches, parce que moi j'ai un peu la même chose, hein. C'est aussi mes proches qui m'aident à détecter quand je suis un peu en up. Mhm. Comment ça se passe? Comment tu leur as parlé justement par rapport à ça pour justement avoir leur aide? Eh bien, alors mes proches, je vais avoir des personnes vraiment ressources avec qui je peux parler de tout, par exemple, et sans aucune honte. Donc ma mère, je peux tout lui dire. Bon, mon meilleur ami aussi. Après, c'est les deux personnes avec qui je vais vraiment tout partager, mais avec eux, j'ai pas de mal parce que je sens pas du tout de honte, je sens pas du tout qu'ils sont dans le jugement. Donc je me sens complètement en sécurité. Après, j'ai d'autres personnes aussi très proches avec qui je peux en parler, mais après je donne pas le même niveau d'information effectivement en fonction de la proximité de la personne. Voilà. Ouais. Et t'as raison en soi, t'as toujours des niveaux et c'est logique. Maintenant, un truc, moi je me suis rendu compte, des fois c'est pas facile à entendre que t'es un peu en phase up, enfin personnellement. Oui, c'est clair. Et comment t'arrives à avoir cette discussion et cette ouverture d'esprit? Parce que des fois, enfin, je parle aussi personnellement, on est un peu en confiance, on n'a pas trop envie qu'on nous le dise. Et Ouais. comment tu fais par rapport à ça? Bah, écoute, ça a été vraiment un travail parce qu'effectivement, au début, je réagissais très mal. Parce que comme je m'en rendais pas compte, j'avais l'impression que dès que j'étais contente, on me voulait enfin, moi, c'était un peu de la paranoïa, quoi. Je me disais, on voulait pas que je sois heureuse, quoi. Et maintenant que, bon, ça fait 9 mois, là, que je suis considérée complètement stabilisée. Et alors après, même après la stabilisation, comme m'a indiqué mon docteur, il reste des légers hauts, des légers bas, en tout cas chez moi, mais ça reste complètement gérable, c'est pas pathologique. Mais aujourd'hui, quand je commence effectivement à avoir des symptômes d'un peu d'hypomanie et qu'on me le dit, ça peut me faire quelque chose au ventre qui me dérange, mais je souffle, je prends du recul et je dis OK, s'ils ont dit ça, ils ont l'expérience de la maladie. Je réponds pas tout de suite parce que je veux répondre avec je veux garder mon sang-froid. Et puis après, l'émotion, elle passe, en fait. L'émotion de j'ai pas envie d'entendre ça passe. Et c'est pas facile, hein. Maintenant, t'as un peu des techniques. Tu parlais le fait de prendre un petit peu le temps pour répondre, de respirer. T'as d'autres, entre guillemets, tips, conseils? Bah, alors, ça dépend parce qu'il y a parfois, on me le dit, mais moi, je sais que c'est pas le cas. Pour le coup, je sais que c'est pas le cas. C'est juste que j'ai un petit coup de sérotonine parce qu'il y a un truc qui est sympa qui m'est arrivé. Donc là, j'essaye de rassurer en disant, je comprends que tu t'inquiètes vis-à-vis de tout ce qui s'est passé et tu t'allais, et ça me fait plaisir que tu prennes le temps, tu vois, de me le dire. Je te rassure, cette fois-ci, ça va. Et puis après, quand je suis vraiment, quand je suis en up pathologique, le problème c'est que moi j'ai tendance quand c'est comme ça, faire les choses vraiment de mon côté, avoir le moins de conversations même possible. Et puis une fois que j'ai fait mes affaires, là je vais pouvoir en discuter un peu plus, mais ce sera plutôt dans la redescente en fait.
c'est pas dans la montée, j'ai tendance vraiment, bah comme tu dis, on a confiance, on trouve que tout ce qu'on fait c'est une super bonne idée. Donc et puis on sait que si on se frotte à l'entourage, ils vont nous dire un truc négatif. Donc bon bah moi j'y vais pas quoi. En général, c'est comme ça. Mais en Ouais. conseil, ce que je peux dire, bah, c'est de vraiment identifier quand on est en montée et de ne surtout pas oublier le principal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montée sans descente. Ça n'existe pas. Donc forcément, moi, je j'ai pas du tout envie de vivre une phase dépressive, même si la lipomanie peut être agréable. Je préfère clairement être thymique que après de me taper une dépression, quoi. Je veux bien que tu définisses un peu les termes avec tes mots, hein. Euthymique, que c'est quoi, pourquoi? Alors le thymi, bah, c'est en fait entre deux phases, hein. Après, entre la phase haute et la phase basse, j'ai une phase moi que j'appelle euthymique, qui est une phase où je suis plus ou moins normale, où je suis pas j'ai pas un comportement pathologique, ouais. Non, ok, merci. Et justement, parce que c'est un truc que je trouve hyper dur aussi, mais je me dis la même chose que toi. C'est-à-dire que, en fait, si je monte, derrière, il y aura la descente. Mm. Et la descente, enfin, on veut pas la vivre, quoi. C'est clairement ça. Mais c'est pas facile, hein, parce que il y a un côté qui est hyper agréable. Et je pense que là-dessus, enfin, je suis bipolaire de type 2 aussi, hein, donc Mm. c'est vrai que là-dessus, je te comprends. En fait, il y a un peu des techniques sur comment est-ce que tu fais justement pour, quand ça arrive, être hyper réactif. Personnellement, bah, tu parlais du sommeil, mais moi, c'est vraiment centré là-dessus. Et tout ce qui peut empêcher mon sommeil, genre, je supprime, quoi. Et Oui, je parle vraiment de même aller dîner avec des potes un peu tard, ouais, euh, pareil. Mm. tu vois, je bois plus une goutte d'alcool. Mm. Tout Moi ce non qui plus, peut ouais. être aussi, mais même un peu projet supplémentaire. C'est pas facile. Il faut réussir à dire non à tous les Ouais. projets un peu. C'est pas facile, hein. Ouais, je connais, ouais, exactement pareil. Non, mais ben, c'est exactement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Faut être responsable et se dire là. Puis en plus, il y a le risque, c'est que si l'hypomanie, elle est stimulée, c'est que ça part en manie aussi. Donc, donc non, comme toi, effectivement, moi, je fais une mise au repos, ce que j'appelle. Donc, pareil, première chose, c'est que je m'assure de dormir correctement. Et puis je mets toutes les conditions effectivement pour bien dormir, hein, des trucs simples, hein, mais je m'assure que ma chambre elle soit bien aérée. Je ferme bien les volets pour être dans le noir. Je me mets au lit assez tôt pour que je puisse parce que je mets longtemps à m'endormir moi. Donc je me mets une heure plus tôt que l'heure à laquelle je veux dormir. Enfin voilà, je mets toutes les conditions. Et puis évidemment aucun oubli de traitement et puis bah après on attend que voilà ça se calme. C'est ça. C'est d'accepter un peu, voilà, t'es un peu dans la tempête et tu te dis ça va se calmer, mais c'est bon, je suis dans mon abri et ça va le faire, quoi. C'est ça. Mais c'est dur parce que des fois enfin moi je suis quelqu'un qui est dynamique de base. Donc des fois même encore maintenant hein, j'ai du mal à donc je suis beaucoup dans l'auto-analyse, c'est-à-dire que je me pose et je me pose des questions en me disant est-ce que là c'est pathologique, est-ce que je suis toujours en maîtrise? Et parce que pour moi, il faut pas non plus qu'on soit, en tout cas, moi, je veux pas être dans le surcontrôle de tout ce que je fais parce que sinon on vit plus. Donc, je veux quand même laisser mes émotions, mon dynamisme que j'apprécie, hein, et je suis reconnue par exemple au travail pour ça, mais vivre, mais tout en étant hyper vigilante, sans être dans le contrôle de ma personnalité permanente, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on disait, en fait, c'est apprendre à vivre différemment. C'est Et, ça. et toi, tu le dirais comment, justement, le fait de vivre différemment? Alors, moi, c'est vrai que j'ai quand même pas mal adapté ma vie selon ma maladie, hein, aussi bien professionnelle que privée. Sur l'aspect pro, bah, quand j'étais pas stabilisée, ça a été assez chaotique parce que effectivement, j'avais des moments où j'étais très productive. Du coup, j'étais d'ailleurs bah, très performante au travail, on va dire 6 mois de l'année.
Et puis les autres 6 mois, c'était le down total. J'étais hospitalisée régulièrement, donc beaucoup d'arrêts de travail. Et puis quand je sentais que j'allais être grillée sur le fait que j'avais une pathologie psychiatrique, je partais. Donc 3 fois d'affilée, je suis partie, donc 2 fois en moins de 2 ans. Donc je suis RH, hein, donc je sais que pour le CV c'est pas terrible. Et là depuis enfin là ensuite quand j'allais mieux, j'ai pris le temps, vraiment j'ai choisi un travail, même si c'était pas exactement celui que je cherchais, qui au moins m'apporte, où je sois sûre qu'en termes de valeurs, il y avait effectivement des valeurs humaines, des valeurs qui puissent, où les gens quand même soient bienveillants, etc. Que je m'assure qu'il n'y ait pas trop de pression parce que je travaille dans un secteur où il y a énormément de pression. Donc là, j'ai choisi une structure aussi où les objectifs qui m'étaient fixés étaient atteignables. Et puis effectivement, je suis à un poste où je suis responsable d'un service, mais donc je suis quand même autonome dans mes tâches. Mais par contre, je reconnais que j'ai pas du tout une manière conventionnelle de travailler. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jours où on va dire 1 ou 2 jours dans la semaine où je sens que là je vais pas bosser quoi. Et puis par contre les autres jours de la semaine je vais être très performante et puis en fait in fine ça marche très bien comme ça. Donc je l'ai accepté au début, j'étais un peu en test hein. Et puis maintenant ça marche très bien comme ça. Pareil, comme j'ai encore des légers up et down, j'organise aussi mon planning en fonction des phases. C'est-à-dire que si je sens que je suis en phase down, je vais reporter dans la mesure du possible les calls, les réunions, etc. Et quand je suis bien, là j'essaye de mettre d'enchaîner les appels, les rendez-vous physiques, etc. Donc, et c'est au début c'est une petite c'est une petite organisation, mais en fait on s'habitue à son rythme et puis ça se passe très bien quoi. Moi je suis bien comme ça. Voilà. Donc ça c'est sur l'aspect travail, mais aussi c'est important de le dire, quand j'étais pas stabilisée, j'ai fait les démarches effectivement pour la H. Je suis pas allée jusqu'au bout parce que finalement j'ai trouvé un emploi. Mais sinon, par contre, j'ai sollicité aussi le mi-temps thérapeutique. Et ça, effectivement, faut pas hésiter à le faire, quoi. Donc, ouais, pour moi, en fait, ce qui est important dans le travail, c'est effectivement que l'environnement soit sain. Dans un premier temps, c'est environnement sain, pas trop de stress, pas trop de pression, parce qu'on sait que même si les phases sont internes, hein, la plupart du temps, il n'y a pas forcément de facteurs externes. Mais par contre, un mauvais facteur externe, type un gros stress, ça peut quand même déclencher. Donc, il faut être quand même vigilant. Et pour moi, c'est ma priorité avant le salaire, avant tous ces trucs-là, quoi. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Donc, je te propose de développer un petit peu 2, 3 petites choses. Ouais. Notamment, il y a un truc, et je trouve que les gens connaissent pas assez, c'est le mi-temps thérapeutique. Ouais. Est-ce que tu peux en parler et d'expliquer, toi, comment est-ce que tu as fait un petit peu cette décision de te dire, OK, je pensais à la hache et au final, je me suis rendu compte que je serais plus épanoui si jamais, justement, je priorise ma santé dans le travail avec, c'est les conseils que tu donnais, hein, mais un petit peu moins de pression, de pouvoir s'organiser par rapport aux phases. Et comment est-ce que tu as pris cette décision, en fait? En fait, moi, j'ai pris la décision parce que j'enchaînais en fait les arrêts maladie, c'est-à-dire que je faisais mon séjour à l'hôpital, ça allait mieux, je repartais au boulot très rapidement, ça repartait en haut ou en bas, donc j'étais de nouveau hospitalisée. Donc à un moment donné, mon docteur il m'a dit si vous reprenez, ce sera en mi-temps thérapeutique. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ça permettait de faire un sas aussi où je commence à reprendre un petit peu pied. Et la difficulté que j'avais, c'était par rapport à mes responsabilités. J'avais une équipe aussi, c'est que j'étais pas là toute la semaine. Donc là, ça bloquait un peu. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du poste. Et non, moi j'avais trouvé ça bien. J'étais restée assez longtemps en mi-temps thérapeutique. Et puis j'avais d'autres à côté. En fait, j'étais quand même active. Je restais pas au lit les autres jours de la semaine. Je faisais des choses qui me faisaient plaisir. Vraiment, je faisais des expos, je me baladais. Je voyais des amis, enfin voilà, je faisais des choses qui me faisaient plaisir et j'étais pas du tout dans la culpabilité vis-à-vis de ça, parce que les gens en fait, je remarque qu'il y a beaucoup aussi de personnes atteintes de bipolarité qui culpabilisent
vis-à-vis de leur maladie, de ce qu'ils ont fait à leurs proches, de ce qu'ils ont fait, du fait qu'ils puissent pas être insérés. Mais moi, je suis pas du tout en culpabilité, même de tout ce que j'ai fait pendant les phases, alors que je suis quelqu'un qui culpabilise beaucoup normalement, parce que je me dis n'importe qui, la personne la plus équilibrée du monde, on lui met une bipolarité, il va faire des conneries aussi, hein. Donc déjà, on essaye de s'en sortir et de vivre avec. Pour moi, c'est déjà une preuve vraiment de courage et d'être fier de soi et pas de culpabiliser, quoi. Voilà. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Sur le mi-temps thérapeutique, en fait, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué. Et est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne concrètement en termes de salaire, en termes d'emploi du temps, en termes de recherche d'emploi? Pourquoi je te pose un peu plus la question là-dessus, c'est que, faut le dire, hein, tu es un exemple par rapport au fait de dire qu'il y a de l'espoir, que tu peux revenir sur le marché du travail, que tu peux avoir des responsabilités. Et je trouve que c'est hyper important parce que il faut pas rentrer un petit peu trop dans le côté je suis pas capable de travailler. Si, on est capable de bosser. Alors, ça dépend de, comme tu le dis très bien, des adaptations. Le fait de s'organiser par rapport aux phases, le fait de faire attention à pas prendre n'importe quel boulot. Maintenant, le mi-temps thérapeutique, est-ce que tu peux être un peu plus précise sur comment ça se passe exactement? Oui, tout à fait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'étais déjà en CDI période d'essai validée et j'ai demandé le mi-temps thérapeutique et ça a été accepté parce que je pense qu'en fait, c'est pas possible de refuser, sauf si il démontre après qu'il y a une insuffisance en termes professionnels. Mais moi, du coup, ils ont pas vraiment eu le choix parce que ça les arrangeait pas, hein, il faut dire. Et du coup, ça s'est fait comme ça s'est fait très rapidement. En fait, c'est valable une fois que tu as l'ordonnance, ils te mettent ton docteur, il donne une date de démarrage. C'est comme un arrêt de travail, sauf qu'en fait, il y a une petite case mi-temps thérapeutique et puis si c'est le lendemain que ça commence, c'est le lendemain. Donc c'est très rapide à mettre en place, il suffit d'aller voir son docteur et de lui expliquer, voilà, sachant que les docteurs en général quand ils savent que tu es atteinte de bipolarité, c'est très fréquent les mi-temps thérapeutiques chez les bipolaires. Donc c'est pas il y a pas d'argumentaire à leur apporter. Voilà, ils sont assez compréhensifs, en tout cas moi ceux que j'ai rencontrés. Et après en termes de salaire, il me semble que c'est 80%, mais j'ai un petit doute. Et en fait, de toute façon, moi je suis retombée sur mes pieds parce que il y a une part employeur et puis le reste c'est la Sécu la CPAM qui reverse des indemnités journalières. Donc, c'est assez bien ficelé. À la fin du mois, tu avais 80% de ton ancien salaire ou tu avais 100%? Justement, je pense que j'avais 80%, mais j'ai un doute là maintenant. Donc, j'irai vérifier. Et je referai un podcast. Non, mais je vais regarder en même temps en ligne. Et est-ce que tu peux m'expliquer de pourquoi est-ce que ça a été important pour toi de continuer de travailler et pas d'être totalement off? Parce que pour moi, c'est un sujet dont on parle trop peu, où, tu sais, et je le vois très bien ce que tu veux dire, où des fois, c'est too much, et après, on est totalement off, alors que cet entre-deux, il est quand même génial, parce que tu gardes un rythme, et en même temps, comme tu le dis, tu as du temps pour toi, etc. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors effectivement, moi je me suis rendu compte que de toute façon, à ce moment-là, j'étais pas du tout en capacité de travailler en temps plein. Mais en même temps, moi, le travail, ça a toujours été un ancrage. C'est-à-dire que j'ai déjà arrêté de travailler pendant plusieurs mois, même pendant une fois une année complète. C'est là où je partais le plus en vrille en réalité, parce que j'avais plus aucun rythme, parce que il y avait rien qui me poussait à me lever le matin, il y avait rien qui m'empêchait de faire la fiesta le soir parce que le lendemain j'avais rien. Donc moi, dans ma personnalité, encore une fois, c'est vraiment propre à moi, c'est le travail est extrêmement important. Puis en plus, comme je suis quelqu'un d'impliqué et j'aime beaucoup mon boulot, ça me renvoie une image positive de moi. Parce qu'en général, je suis plutôt en réussite, donc ça me redonne un peu confiance en moi, ça me permet de voir que j'ai une valeur, parce que quand on est bipolaire, c'est sûr qu'on
on a une confiance en nous qui est forcément qui dépend des phases, hein, encore une fois, mais même moi en euthymie, c'est-à-dire en période stable, ma confiance en moi, elle est pas top parce que effectivement, je sais que voilà, mon cerveau, je peux pas forcément lui faire confiance, etc. Donc depuis que je suis stabilisée, par contre, là, j'ai gagné beaucoup en confiance, ça c'est sûr. Mais il y a eu un travail de fait d'acceptation de la maladie, etc. Voilà. Mais c'est ça, le fait d'accepter. Et c'est un mot qu'on utilise beaucoup de notre côté. En fait, on se rend compte que tu as différentes, on appelle ça les étapes de l'espoir, hein, c'est upstage. Et c'est comprendre, c'est qu'est-ce que c'est. Et d'ailleurs, je vous recommande Bipolar Odyssey, qui est un très bon compte Instagram sur le sujet, qui est le compte de Manon, qui explique un petit peu son aventure. Mais voilà, c'est de comprendre. Je mettrai le lien. Après, c'est d'accepter de se faire diagnostiquer. Donc, des fois, c'est un petit peu contraint, mais des fois, on peut aussi aller par nous-mêmes voir un psychiatre. Et derrière, c'est d'accepter le fait qu'on est différent. Et une fois qu'on a fait ça, là, en fait, on sait qu'on a besoin de se faire aider. Et tu l'as bien dit, Manon, ça va être les proches, ça va être le docteur, ça va être les médicaments, etc., etc. Et à partir du moment où on a accepté ça et entre guillemets, on accepte d'être aidé, parce que pour moi, il y a aussi ça. Oui. Et en fait, ça roule. Et on peut travailler à mi-temps pour commencer. On peut même reprendre un temps plein. Toi, tu as réussi justement à reprendre un temps plein. Et c'est ça, en fait, qui permet d'avancer. Et juste pour le mi-temps thérapeutique, j'ai regardé très rapidement. Ouais. En fait, l'entreprise paye au prorata. Donc, si jamais tu travailles 50%, l'entreprise paye 50%. Et la sécurité sociale, en fait, va complémenter ce 50%. Et généralement, c'est exactement ce que tu disais, tu es dans les 80%. Mais ça dépend un petit peu de chaque profession. Mais grosso modo, tu travailles à mi-temps et tu gagnes 80% du salaire. Donc, c'est quand même plutôt avantageux. Et surtout, comme tu le dis, ça permet de garder un rythme. Ça permet d'éviter d'avoir un petit peu le côté où tu déconnectes totalement. Donc, tu as tendance un petit peu plus à sortir, etc. Et c'est vrai que le travail, je sais pas pour toi, mais pour moi, ça fait vraiment partie de ma stabilité. Moi aussi, ouais. Ouais. Et ouais, mais c'est vraiment, et vraiment, tu vois, moi, je commence, qu'est-ce que tu penses de l'allocation adulte handicapé? Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est hyper important. Et en même temps, des fois, je trouve que c'est un peu un piège. Quel est ton avis là-dessus? Alors, ça, en fait, je pense que déjà, ça dépend de ton état. C'est-à-dire que si vraiment tu peux pas travailler, il faut le respecter quand même, faut respecter ses limites et pas se mettre en danger. Mais du coup, là, effectivement, le temps que tu reprennes pied, ça te permet d'avoir un petit apport qui permet de subvenir aux besoins. Mais par contre, la reconnaissance de travailleurs handicapés, ça, je pense que vraiment c'est une plus-value parce que aujourd'hui, dans les entreprises, en fait, il y a un pourcentage de personnes atteintes d'un handicap qui est obligatoire. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ça arrange en réalité qu'on ait ce titre-là. Donc d'ailleurs on le voit maintenant dans toutes les offres d'emploi, c'est marqué à la fin ouvert aux personnes handicapées, etc. Donc nous c'est un handicap qui est psychique, mais ça peut être vraiment une porte d'entrée. Donc au contraire là ça peut nous permettre de rentrer quelque part. Après, j'ai eu le cas d'ailleurs j'ai discuté avec quelqu'un là qui était aussi bipolaire sur mon blog et en fait il faut quand même pas, c'est-à-dire que si on postule à une offre où ils ont pas forcément mentionné, stipulé ce chose-là, c'est pas la peine de mettre partout qu'on est handicapé psychique parce que il y a quand même, nous on est ouvert d'esprit mais les autres ne le sont pas forcément. Donc et puis surtout que dans la RQTH on met vraiment toutes les maladies tous les handicaps, donc ça peut être très bien handicap physique dans les maths, j'en sais rien, dans l'écriture que psychique, et on pense pas souvent aux handicaps psychiques, donc ça peut nous porter préjudice. Donc faut faire juste attention comment on le communique selon moi. Et je vais utiliser ton expérience en tant que RH parce que l'air de rien, tu connais Comment est-ce que justement vous faites par rapport à ce sujet du handicap? Est-ce que c'est un sujet, donc a priori dans les annonces, c'est abordé? Et comment ça se passe un peu de l'autre côté de la barrière
Est-ce que c'est quelque chose dont on parle un peu en entretien ou pas du tout, souvent après la période d'essai? Qu'est-ce que tu vois et quels sont tes conseils pour des personnes justement qui sont en recherche d'emploi? Alors, du coup, encore une fois, ça dépend de la fonction. Je vais dire sur les fonctions, par exemple, moi, je le vois beaucoup, par exemple, en paye, en administratif. Là, c'est des fonctions où c'est plus ouvert. Mais par exemple, sur des fonctions de business, commerciales, etc., là, ça va être plus compliqué. Mais donc, ça dépend vraiment des secteurs. Mais si c'est spécifié vraiment sur l'annonce, là, il est possible tout à fait de le dire même en entretien. Et puis après, selon vos niveaux de responsabilité, il y a parfois aussi, il faut jauger, c'est mieux de le dire après la période d'essai pour qu'ils aient vu que, en fait, qu'ils se sont rendus compte qu'on fonctionnait à peu près normalement. Une fois que la période d'essai est validée, donc voilà, on peut en parler. D'ailleurs, moi, j'en ai parlé avant ma validation de période d'essai. Et puis, il y a une prime qui est prévue. Ça dépend des entreprises, mais il y a une prime. Nous, c'est dans ma boîte, c'était, je crois, 1 500 € pour les personnes, voilà, atteintes. Et il y a des petits avantages comme ça qu'il y a dans la. Alors, c'est pas révolutionnaire, hein. C'est pas, on a le droit de travailler 5 heures par jour en moins. Mais il y a des petits avantages et au moins aussi tout le monde est prévenu, à la médecine du travail aussi, etc. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est bien de le faire, ouais. Mais tu l'as bien dit, la reconnaissance de travail handicapé, enfin, moi, je le recommande à tout le monde parce que, en plus, on n'est même pas obligé de le déclarer à son employeur. Ouais. Et son employeur ne peut pas nous forcer à le dire non plus. Non. Donc, en fait, c'est vraiment la carte de Joker qui est trop C'est cool. ça. Non, mais c'est utile, hein. C'est pas de ma faute, je suis handicapée. Ouais, mais il y a un peu de ça, mais il y a surtout le côté où je pense que moi, ça me rassure potentiellement, tu vois. Oui, c'est une roue de secours, ouais. C'est vraiment ça. Comme on le sait, on est des fois dans la tempête et c'est important d'avoir des roues de secours. Et c'en est une parce que dans le travail, pour moi, le travail, c'est vraiment un des piliers de ma stabilité. Et c'est important de le faire. Et des fois, de dire, ouais, désolé, je vais pas me déplacer parce que c'est un peu loin, machin. Et bon, des fois, faut utiliser la carte. Ouais. Comme ça. Ils vont penser que t'es en fauteuil roulant, du coup. Oui, bon, après, ils pensent ce qu'ils veulent, mais c'est pas ça qui m'importe. Mais le travail est compatible avec la bipolarité. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Enfin, on le pense tous les deux. Et moi, j'ai tendance à même encourager à revenir vers du travail. Alors, le mi-temps thérapeutique est un très bon outil. Il y a même le bénévolat. Mais c'est un outil très important parce que, pour ma part, ça permet de sortir de l'isolement. Ça permet d'éviter aussi, parce qu'il y a assez longtemps, lorsque j'étais dans des périodes un peu de chômage, j'avais tendance un peu trop à fumer. Parce que, en fait, tu travailles pas, donc t'as rien à... Oui. Donc tes mauvaises habitudes, elles prennent plus de place, forcément. C'est ça, ouais. Alors que quand tu bosses, t'as quand même, voilà, t'as de 9h à 19h, tu peux pas faire quoi que ce soit et tu dois te lever le lendemain. Toi, comment ça t'a aidé? Parce que tu me parlais un petit peu de l'alcool, justement, par rapport à ça. Oui, alors moi, l'alcool, vraiment, ça m'a mis vraiment en grosse difficulté vis-à-vis de mon travail. Parce que, alors, j'avais quand même en bonne alcoolique, beaucoup de techniques pour pas être repérée, donc je buvais beaucoup seule. Mais quand même, il y a des moments où déjà j'arrivais avec une tête de lendemain de cuite, quoi. Donc forcément, un jour ça va, et puis quand ça devient récurrent, là, les gens ils commencent à se poser des questions. Et l'alcool, moi j'ai totalement arrêté. La dernière hospitalisation, en fait. Il y a 10 mois, j'étais vraiment dans un état très 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 mal. Voilà, en plus j'étais très très maigre, donc je faisais vraiment peur. Et c'est vrai que là j'ai eu un déclic parce que je me suis rendu compte que là si je rebondissais pas, c'était terminé, quoi. Et puis il y avait pas, pour moi, c'était pas possible de continuer dans ce cercle-là. Ça faisait 10 ans que j'y étais. C'est soit ça s'arrêtait là, soit j'arrivais à rebondir. Et c'est là où j'ai eu un élan de vie qui m'a sauvée, en fait, parce que j'ai tout mon cerveau il a changé, il y a eu un déclic qui s'est fait, l'alcool a été complètement arrêté, mais du jour au lendemain, et j'ai plus jamais retouché. Et puis là j'ai eu des cravings au début, évidemment ça a été dur, surtout que je me suis mis dans un contexte où vraiment j'ai rien voulu m'empêcher de faire par rapport à ça. Au contraire, je voulais me tester. Donc ça, c'est un peu ma personnalité, faut faire attention.
Et en fait, bah voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et puis, en plus, le gros danger avec l'alcool et même tous les stupéfiants, etc., c'est que ça empêche le bon fonctionnement du traitement. Donc moi, tant que cette comorbidité-là n'était pas réglée, je ne pouvais pas espérer la stabilité. Voilà. Donc ça fait partie aussi des comment apprendre à vivre autrement. C'est si vous arrivez après, il y a des gens qui arrivent à boire modérément, donc ça va. Mais si on sent qu'on a des addictions sur le plan justement alcool, drogue, etc., bah là, il faut travailler dessus à tout prix, quoi, parce que là, on peut pas se permettre, quoi. Et tu as réussi un petit peu à en parler à ton docteur, justement? De l'alcool? Ouais. Ah oui, oui, moi j'ai pas de problème pour parler là. J'avoue que j'assume assez bien mes problèmes. J'en suis pas du tout fière, hein, évidemment, mais je veux les régler. Donc ça passe par la libération de la parole, évidemment. Donc évidemment tous mes contacts, enfin tous mes docteurs étaient au courant, mais ma famille aussi. Bon bah voilà, hein, il y en a d'ailleurs avec qui c'était très très dur. Enfin, qui ont eu beaucoup de mal à accepter parce que c'est vrai que c'est pas simple hein, d'avoir quelqu'un dans sa famille qui est bipolaire plus alcoolique plus machin. Mais oui, non, j'en ai parlé très ouvertement. Après, c'est vrai que dans ce trouble-là, il faut que ça vienne de soi aussi, parce que moi j'ai essayé des médicaments, j'ai fait 2 cures de désintoxication, mais en fait, si toi, alors on parle pas de volonté parce que ça vraiment, c'est pas une question de volonté. C'est dans le cerveau, c'est extrêmement difficile à en sortir. Mais c'est à un moment donné, je pense que c'est un déclic, quoi. Où on se dit tout d'un coup, non, c'est fini, quoi. Voilà. Mais oui, en parler, c'est important parce que mettre des mots sur les troubles, ça permet d'avancer, oui, c'est sûr. Et comment tu as réussi à le faire, ce déclic? Parce que c'est pas facile. Moi, ça a été par rapport à la bœuf. J'avais des petits problèmes de bœuf lorsque j'étais étudiant. Et Mhm. comment tu as réussi à justement faire ce déclic? Comme je te disais, c'est quand j'étais à la dernière hospitalisation où vraiment là j'étais entre la vie et la mort, hein. J'étais vraiment très 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 mal et en fait je me souviens de rien de cette hospitalisation tellement il m'avait shooté en fait pour gérer la grosse crise, hein, parce que ça a duré longtemps. Et en fait j'avais mes proches qui se déplaçaient, qui venaient même de loin, hein. J'ai mon meilleur ami qui est venu sur un week-end alors qu'il habite à l'étranger juste pour me voir. Enfin, puis en fait les gens quand ils me voyaient, ils pleuraient. Et moi j'étais pas du tout en conscience de ce que j'étais. Enfin, je me regardais pas. Voilà, j'étais vraiment sans vie, quoi. Et en fait, et c'est en voyant mes proches vraiment en pleurs à mon chevet que j'ai décidé que c'était terminé, quoi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, mon cerveau avait compris que je pouvais pas me permettre, sachant que tout ce qui est consommation modérée quand on est alcoolique, je n'y crois pas. Vraiment. Après, bon, bah peut-être que ça existe, mais moi j'ai voulu le faire. Pour moi, c'est une forme de déni je veux pas arrêter, mais je veux me dire que j'arrête un peu, mais je pense que quand on est dedans et que la seule façon d'en sortir, c'est de tout arrêter. Ouais. Ouais, et c'est souvent ce qu'il y a de plus simple. Et c'est vrai que il y a un lien hein, entre la bipolarité et l'alcoolisme ou même la consommation. Enfin, pour ma part, c'est plutôt Mm. de bœuf. Et parce que des fois, on veut compenser un petit peu. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, Manon, que c'était une manière un peu, quand t'es dans une phase, de la faire passer. Et c'est un peu un médicament, un mauvais médicament, on va dire. Je sais pas comment tu l'expliquerais, justement. Alors moi pour le coup c'était vraiment un médicament parce que très tôt j'ai commencé à avoir des pensées des états internes qui étaient extrêmement violents. Je me sentais sans raison apparente, enfin sans qu'il y ait quelque chose de particulier, je pouvais me sentir extrêmement mal. C'était une souffrance qui était très forte et en fait je la supportais pas. C'était insupportable au quotidien. Et l'alcool, ça me permettait de taire, voilà, de m'endormir. Souvent, c'était à visée anxiolytique et puis hypnotique, hein. Donc, c'était avant aller dormir, je me vidais une bouteille pour pouvoir dormir parce que je craignais énormément le moment du sommeil où j'allais me retrouver avec moi-même.
Pour moi, c'était un stress pas possible. Et là, aujourd'hui, j'ai traité en fait parce que j'avais plusieurs comorbidités. Donc, j'avais l'alcool, j'avais les troubles du comportement alimentaire, l'anxiété généralisée. Donc, j'ai tout traité un par un. Voilà, par ordre de priorité, on va dire. Et là, c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce que là, aujourd'hui, depuis 9 mois, j'ai ces troubles-là, ça m'arrive voilà assez rarement d'avoir de l'anxiété, mais en fait, j'arrive vraiment à la surpasser parce que j'ai appris tellement de techniques à force que maintenant, oui, ça passe beaucoup mieux. Mais c'est sûr que oui, quand on est dans des phases où on est très très mal. On fait comme on peut quoi pour que le mal y passe, hein, j'ai envie de dire. C'est pour ça que là non plus je m'en veux pas parce que j'ai conscience de la difficulté des pensées qu'on peut avoir quand on est bipolaire. Ouais, et ça donne espoir ce que tu dis parce que en fait, enfin, t'as réussi alors que pour autant c'était pas simple à tout mettre en place, à tout gérer, à retrouver un boulot à temps plein. Enfin, c'est top, hein, tu peux être fier de toi. Enfin, je tiens à te le dire. Je trouve ça cool. Merci, c'est cool. Ouais, c'est gentil. Ouais, non, c'est pour ça que maintenant vraiment j'ai envie, c'est ça par ce podcast, tu vois, c'est la première fois que j'enregistre un podcast sur la bipolarité et je trouve que c'est super important de porter la parole de ceux qui sont encore dedans, quoi, par rapport à toutes les stigmatisations, par rapport au fait que les gens ne savent pas du tout ce que c'est en réalité, par rapport aussi qui n'ont absolument pas conscience de la douleur derrière la bipolarité. C'est souvent, alors voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui a un saut d'humeur, on va lui dire qu'il est bipolaire, mais ça reste quand même une des maladies, c'est dans le top 10 des maladies les plus handicapantes. C'est extrêmement compliqué de vivre avec une bipolarité. Donc moi, je pense que c'est important d'en parler. Après, je comprends qu'il y ait plein de gens qui ne veulent pas le faire et il faut respecter ses limites. Mais et puis aussi d'éduquer les gens, d'éduquer au moins les gens avec qui on est en confiance et ces personnes ressources sur comment ça fonctionne et pour que les gens ils ne comprendront jamais, mais ils essayeront au moins de nous comprendre et ils auront effectivement ils se rapprocheront plus de ce qu'on ressent, quoi. Et justement, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour changer justement sur la santé mentale, sur la bipolarité? Une chose? C'est la difficulté. Bon, après, tu peux développer un petit peu. Non, moi je dirais que ça soit une maladie c'est peut-être un peu bateau, mais c'est la première chose à laquelle je pense, que ce soit une maladie qui soit reconnue auprès du grand public, qu'on en parle plus dans les films. Et là, il y a un film qui est sorti, que tu as dû voir, les Intranquilles, que j'ai trouvé très bien, mais en fait, c'est pas révélateur du tout de ce qu'est la bipolarité, c'est révélateur d'une phase maniaque, mais en fait et par rapport au blog Bipolar Odyssée, avec tous les gens avec qui je parle, je me rends compte qu'en fait à chaque personne il y a une bipolarité et que c'est très différent de l'un à l'autre. Et en fait d'éduquer les gens sur la maladie, qu'ils comprennent, qu'ils se rendent compte de la difficulté que c'est, que quand on dit à quelqu'un qui est bipolaire que les stigmates ils évoluent, voilà, parce que c'est encore très stigmatisé. Donc moi je prends le risque d'en parler, et puis il y a des gens, je sais que ça va faire partir, etc. Mais je me dis sélection naturelle, et puis de toute façon je peux pas avoir des gens dans mon entourage qui n'acceptent pas qui je suis, en fait. C'est juste la base. Donc voilà, ouais, le faire reconnaître auprès du public, quoi. Ouais, c'est super. Je tenais vraiment à te remercier, Manon. C'était un plaisir. Et je sais pas si tu veux dire un petit au revoir ou un mot de la fin. Je te laisse avec plaisir. Je voudrais te dire merci, Clément, parce que moi j'ai suivi tes podcasts avant qu'on se rencontre, qui m'ont donné aussi des clés, qui m'ont en fait, ça a été une des premières ouvertures sur le fait que il y avait des gens bipolaires qui étaient pas forcément en crise, parce que moi je les avais tous rencontrés, les bipolaires, dans les hôpitaux, donc ça chantait, ça se prenait pour le Messie, voilà, donc c'était super de voir des gens qui étaient posés, intelligents, qui avaient des idées claires, etc. Donc c'est à travers ton podcast que je m'en suis rendu compte la première fois.
Bah, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci encore Manon. Et puis on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode de Paroles de Bipolaire. À bientôt, au revoir. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopestage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.